Ben, donc je présente un petit peu la soirée, si vous voulez. Donc, mon collègue et moi-même, nous sommes très heureux de recevoir notre ami psychanalyste qui a décidé de parler aujourd'hui de l'amour, c'est bien ça, ou du fait de tomber amoureux, enfin c'est les deux. Les deux. Donc, il y a effectivement un thème qui intéresse nos deux matières, aussi bien la psychanalyse que la philosophie. Et ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par développer quelques raisons. Oui. Nous interviendrons, Alex et moi, au fil de ton discours, ou tu nous signifies, si tu veux, le point d'arrêt, parce qu'il faut qu'il y ait un point d'arrêt aussi. Oui, à la fin. Très bien. Et donc, ça nous permettra d'avoir un dialogue avec un échange également, sans doute, oui. Avec la salle. Ah oui. N'hésitez pas à poser des questions, voilà. si certains points... Profitons du petit nombre. Voilà. C'est moins petit que la dernière fois déjà. Voilà, mais enfin on n'a pas des assemblées de sophistes, on a quelques personnes intéressées sans doute par le thème. Voilà, on te laisse peut-être la parole. D'accord, j'y vais. Pour me présenter, bonsoir à tous déjà. Pour me présenter en quelques mots, donc j'exerce la psychanalyse ici depuis bientôt 4 ans. Et en France, j'exerçais aussi, en tout ça fait 10 ans, quoi. Donc peut-être que je vous parais un peu jeune pour un psychanalyste. Habituellement, on s'attend à quelqu'un de beaucoup plus âgé. Mais bon, les psychanalystes avant d'être vieux aussi étaient jeunes, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai pratiqué dans le nord de la France, je viens de Lille. Et j'ai travaillé notamment en soins psychiatriques et aussi auprès des jeunes enfants. Et là, je travaille à mon compte à Singapour depuis 3-4 ans. Donc moi, j'entends beaucoup parler des histoires d'amour. Donc, c'est quelque chose aussi qui me touche personnellement, comme vous pouvez le deviner. Donc aujourd'hui, j'aimerais en quelques minutes vous dire les mots qui me sont venus quand je savais que je devais vous parler d'amour. Bon, déjà, je tiens à vous remercier tous les deux. Merci à toi d'être venu. Pour avoir organisé tout ça, puis aussi le lycée français. Et puis je vous remercie, vous, d'être venus, parce que je sais que là, vous êtes tous, toutes en terminale, c'est ça? Donc, le bac approche. Donc, vous avez... Vous redoublez? Ah, bon. Donc, merci aussi aux parents des élèves. Donc, ça me fait très plaisir d'être là. Donc, pour les élèves, alors vous avez préféré venir ici plutôt que de réviser. Donc, vous avez failli à vos devoirs. Alors, je vous remercie pour ça. Donc, Socrate a été condamné à boire la ciguë pour corruption de la jeunesse, il me semble. Bon. Donc, on voit qu'avoir des idées, ça peut être dangereux, quand même. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de la mort, mais plutôt de l'amour. Bien qu'il y ait beaucoup de liens entre les deux. On sent l'accent derrière. Ah oui. Donc alors, si vous êtes là, c'est pour entendre parler d'amour. Et peut-être même pour que l'on vous dise des mots d'amour. Car l'amour tient aux mots, comme le disait le poète, ce sont les mots qui font l'amour. Donc je sais par ma pratique de la psychanalyse, mais aussi la pratique de la vie, qu'il existe une demande d'amour insatiable chez l'être humain. Mais pour parler d'amour, en fait, c'est très délicat parce que le sujet est très passionnant et même universel. Donc on peut vite basculer dans quelque chose qui est très banal et ennuyeux. Donc j'espère éviter cet écueil ce soir. Donc parler d'amour en adoptant une posture d'expert, c'est une contradiction en soi, puisque l'amour indique la faille, l'incomplétude dans toute connaissance et dans tout savoir. L'amour est ce qui me dérange par excellence. Donc j'y reviendrai. Le mieux serait de pouvoir parler d'amour, non pas en sachant, mais en aimant. Mais est-on capable de dire quoi que ce soit d'autre que « je t'aime » quand on aime ? Alors, je vais vous citer un petit poème de Fernando Pessoa. « J'aime
comme l'amour aime. Je ne connais aucune autre raison pour t'aimer que de t'aimer. Que veux-tu que je te dise de plus que je t'aime, si ce que je veux te dire, c'est que je t'aime. Donc il semblerait que la poésie soit la forme la plus adéquate pour parler d'amour, pour faire parler l'amour. Pourtant ici, nous avons décidé de parler d'amour avec la philosophie et avec la psychanalyse. Donc c'est à plus d'un titre assez décevant, car nous devons y perdre la beauté poétique. Donc bien entendu, je laisse l'approche scientifique de côté, ou l'approche plutôt dite scientifique de l'amour, plutôt biologisante ou naturalisante. C'est vrai que c'est une approche à la mode de nos jours, mais moi ça me déprime, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai bien entendu le plus grand respect pour la science et les scientifiques, mais je reste quand même dubitatif face aux explications d'apparence scientifique qui me disent que si je tombe amoureux, cela est l'effet du circuit de la dopamine ou de la sérotonine dans mon cerveau, ou parce que mes récepteurs sensoriels sont sensibles aux diffusions d'hormones ou de phéromones. Donc, je suis un peu circonspect, on dit comme ça, par rapport à cette approche. Et plus encore, quand j'entends que le French kiss, d'ailleurs, il n'y a que les étrangers qui disent le French kiss, non, est une excellente façon de renouveler ma salive, et qu'avoir des rapports sexuels à intervalles réguliers renforce le muscle cardiaque et assouplit mes articulations. Bon. C'est là que nous pouvons constater tout de même qu'un écrivain comme Michel Houellebecq a une source infinie d'inspiration pour écrire ses romans. Donc de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'amour ? Donc le sujet paraît très vaste. La langue grecque a au moins 10 mots pour dire ce que la langue française nomme amour. Donc ce n'est pas pour rien que Marguerite Yourcenar a dit que tout ce qu'il y a de plus beau dans l'âme humaine a été écrit en grec. Donc, habituellement, nous ne retenons que 4 de ces 10 dénominations, à savoir, donc la première peut-être la plus connue, Eros. Eros, c'est l'amour sensuel, l'amour désir. Ensuite, Philia, donc c'est l'amour amitié. Puis vient ensuite Storgé. Storgé, c'est l'amour tendresse. Et finalement, Agapé. Agapé qui est l'amour gratuit. L'amour pour l'amour. C'était un petit peu cette citation de Fernando Pessoa. Donc en psychanalyse, on parle de quoi quand on parle d'amour ? Donc Freud, là-dessus, est sans ambiguïté. Il dit que lorsqu'il parle d'amour, dans ses textes, il parle d'éros. Et il précise même qu'il s'agit de l'éros tel que Platon en parle. Donc ça fait déjà un premier lien avec la philosophie. Donc l'éros, c'est l'amour-désir, l'amour sensuel. Mais que nous dit Socrate au sujet d'éros ? Socrate, rappelons-le, qui aurait pu être, d'après Jacques Lacan, le premier psychanalyste. Mais il a échoué, de peu. Il est devenu philosophe. Donc dans le banquet, lorsque vint le tour de Socrate de s'exprimer, il dit qu'il ne sait rien, sauf au sujet d'éros. Et tout ce qu'il sait à ce sujet lui a été appris par une femme. Ah. Donc tout ce que Socrate sait au sujet de l'amour lui a été appris par une femme, quand il était lui-même très jeune. Une certaine Diotime de Mantinet. Bon, on ne sait pas très bien si cette Diotime a existé, on ne la connaît pas très bien. Bon. Il paraît qu'elle aurait éloigné la peste d'Athènes. Donc apparemment, avec l'amour, on peut faire beaucoup. Mais l'important ne réside pas dans le fait de savoir en fait si elle a existé ou pas, mais plutôt dans le fait que Socrate évoque une femme en plein milieu du banquet, qui est exclusivement masculin, ce qui déjà fait signe vers l'idée d'une certaine altérité. Donc Diotime lui aurait dit que l'amour n'est pas un dieu, mais bel et bien un démon, dont la fonction est de lier les mortels aux immortels. Donc Freud, des siècles plus tard, parlera du combat entre pulsion de vie et pulsion de mort. Donc le démon est une entité bien loin d'apaiser.
mais au contraire, c'est une entité qui perturbe, qui dérange. Donc je vais vous parler un peu plus tôt de l'amour comme ce qui dérange. Là, ça se retrouve déjà en fait chez Socrate. Donc Eros, l'amour donc, a été conçu le jour de la naissance d'Aphrodite, la déesse de la sexualité. Voilà de quoi intéresser peut-être un psychanalyste. Mais conçu par qui ? Par qui a été conçu Eros ? Par Pénia et Poros. Donc Pénia, c'est la pauvreté, et Poros, c'est l'expédient. Donc fils de la pauvreté, l'amour, donc là je cite le banquet, l'amour est toujours démuni. Il est loin d'être beau et délicat, comme on le pense généralement. Il est maigre, malpropre, sans chaussures, sans domicile, sans autre lit que la terre, sans couverture, couchant à la belle étoile auprès des portes et dans les rues. Et comme fils de l'expédient, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon. Il est mâle, hardi, persévérant, chasseur habile, toujours machinant quelques artifices, désireux de savoir et apprenant avec facilité, philosophant sans cesse, enchanteur, magicien, sophiste et expert. Bon, l'amour ressemble beaucoup à Socrate, non ? Je pense avoir suffisamment planté le décor avec ce détour un peu philosophique et mythologique, en évoquant donc que l'amour est un phénomène qui dérange, un démon. Il est le résultat d'une alliance entre la pauvreté, la mendicité presque, et de l'autre côté, la filouterie, je pourrais dire comme ça, voire la ruse. En tout cas, quelque chose qui le pousse à toujours vouloir s'en sortir. Mais se sortir de quoi ? Je vais répondre un peu plus tard à cette question. Bon, tomber amoureux. Voilà, tout ce que je viens de dire, c'était pour introduire le sujet du tomber qui vient borner l'expérience amoureuse. En effet, l'amour commence toujours par quelque chose qui chute, quelque chose qui tombe. La langue française le dit très bien, tomber amoureux. Et l'amour se finit par une chute. À la fin, on laisse tomber ou on est laissé tomber. Donc, j'aimerais donc vous citer un romancier, Neil Gaiman, pour ensuite développer mon propos. N'as-tu jamais été amoureux ? C'est horrible, n'est-ce pas ? Ça te rend si vulnérable. Ça te déchire la poitrine, le cœur, et ça signifie qu'une personne peut s'y loger et y mettre le désordre. Tu construis toutes ces défenses, toute cette armure, afin que personne ne puisse te blesser, et une personne, ce qu'il y a de plus stupide, fait son apparition dans ta vie tout aussi stupide. Et tu lui cèdes un bout de toi, qu'elle n'a pas demandé. Elle a fait quelque chose d'idiot un jour, comme te sourire ou t'embrasser, et depuis ta vie ne t'appartient plus. L'amour, ça te prend en otage, ça te rentre dedans, ça te dévore, et ça te laisse là pleurer dans le noir, et une phrase aussi bête que « peut-être que nous devrions rester amis » se transforme en un éclat de verre qui trace sa route à travers ton cœur. Ça fait mal, pas seulement dans ton imagination, pas seulement dans ton esprit, c'est une blessure d'âme, une réelle douleur qui te pulvérise de l'intérieur. Je déteste l'amour. Fin de citation. Donc cette citation m'en rappelle une autre d'un certain Sigmund Freud. Je ne vais pas la citer dans son entièreté, ça serait un peu trop long, mais si ça vous intéresse, c'est dans Malaise dans la civilisation. Donc, Freud disait « Jamais nous ne sommes davantage privés de protection contre la souffrance que lorsque nous aimons. Jamais nous ne sommes davantage dans le malheur et la détresse que lorsque nous avons perdu l'objet aimé ou son amour. » Fin de citation. Après un coup de foudre, soit en tombant amoureux, le sujet prend conscience de façon particulièrement violente de son manque constitutif, contre lequel il cherchait à se prémunir tant bien que mal. Donc ce qui tombe, lorsque le sujet tombe amoureux, c'est précisément cette protection imaginaire qui lui faisait miroiter son autosuffisance.
Autrement dit, c'est une partie du narcissisme qui cède lorsque le sujet tombe amoureux. Pour le dire encore d'une autre façon, lorsque le sujet tombe amoureux, il subit un appauvrissement subjectif, comme si une chose précieuse lui avait été subtilisée. En psychanalyse, on parle d'objet perdu, un bout de lui-même qu'il s'imaginera retrouver chez l'autre, dans la personne même de l'autre, de l'aimer, sous la forme particulière d'un objet précieux, comme une brillance chez la personne aimée. Ce petit truc en plus, ce je ne sais quoi, que Socrate appelle agalma. C'est l'objet qui cause mon désir. Nous n'aimons jamais vraiment quelqu'un, nous aimons uniquement l'idée que nous nous faisons de ce quelqu'un. Ce que nous aimons, c'est un concept forgé par nous. En fin de compte, c'est nous-mêmes. Fernando Pessoa. Alors vous allez finir par deviner que j'aime beaucoup ce poète qui vient de Lisbonne. D'ailleurs, quand vous vous promenez dans les rues de Lisbonne, vous pouvez tomber sur sa statue et prendre des photos, des selfies. Donc voilà aussi, entre autres, pourquoi les ruptures, les séparations amoureuses, lorsque le sujet est laissé tomber, sont si douloureuses. Parce que le sujet ne veut pas renoncer à cette partie aimée, idéalisée de lui-même, qui a été transférée chez l'autre, chez la personne aimée. La personne aimée doit faire l'objet d'un désinvestissement narcissique. C'est un terme un peu technique de la psychanalyse pour dire que tout l'affect que vous avez mis chez la personne doit être retiré. Autrement dit, il s'agit de faire un deuil. C'est exactement le même processus. Donc bien entendu, le deuil n'est jamais complet. C'est pour ça que lorsque vous revoyez un amour d'enfance, ça vous fait toujours un petit quelque chose. Ou c'est pour ça que votre copain ou votre copine vous a bloqué sur Facebook. Bon. Vous allez peut-être alors vous imaginer que les psychanalystes portent un regard plutôt sombre sur les choses de l'amour, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et peut-être, comme Freud le disait dans une lettre à sa fille, Mathilde, aimer doit s'apprendre, comme tout le reste. Et nous savons que nous n'apprenons toujours qu'à nos frais. Au sujet de l'apprentissage des choses de l'amour, Freud semble partager le même point de vue que Rilke, qui écrivait, citation, « L'amour est difficile, que deux êtres humains s'aiment, c'est sans doute la chose la plus difficile qui nous incombe. C'est une limite. C'est le critère et l'épreuve ultime, la tâche en vue de laquelle toutes les autres ne sont que préparation. C'est pourquoi les jeunes, débutant en toutes choses, ne savent pas encore pratiquer l'amour. Il faut qu'ils l'apprennent. De tout leur être, de toute leur force concentrée dans leur cœur solitaire, inquiet, dont les battements résonnent, il faut qu'ils apprennent à aimer. Mais le temps de l'apprentissage est toujours une longue période, une durée à part. C'est ainsi qu'aimer est, pour longtemps et loin dans la vie, solitude, isolement accru et approfondi pour celui qui aime. Vous pourriez alors me demander, après ce que je viens de dire, pourquoi alors on se sent si bien quand nous aimons ? Si l'amour n'est que violence et solitude, pourquoi, lorsque nous nous savons aimer, nous sentons-nous si soulagés ? À cela, je dirais qu'en effet, très peu de personnes, en fait, se sentent soulagées lorsqu'elles aiment. Au contraire, elles se sentent fragilisées, prises au dépourvu. D'ailleurs, en français, on dit « avoir un faible pour quelqu'un ». Mais en revanche, une personne qui se sait aimer se sentira certainement soulagée et allégée. Ici, vous pouvez me rétorquer, oui, mais ça dépend de qui nous sommes aimés. Donc, vous auriez raison. Donc, le désir de l'autre recèle toujours quelque angoisse. Et qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Et peut-être que le baiser n'est rien d'autre qu'une façon de boucher le désir de l'autre. Embrasse-moi et tais-toi. Freud disait qu'aimer, c'est avant tout vouloir être aimé. Il y a un soulagement lorsque nous nous savons aimer. Et ce soulagement n'est peut-être rien d'autre que celui de cette puissante demande d'amour
avec laquelle tout être humain vient au monde, du fait même qu'il dépende de quelques autres, ses parents, pour se maintenir en vie. Il y a bien quelque chose dans le commerce entre l'enfant et ses parents qui excède la simple satisfaction d'un besoin. Lorsque la mère allaite son enfant, il y a toujours quelque chose en plus que le simple fait de le nourrir, de combler sa faim. Ce qui se passe entre la mère et l'enfant, ce petit quelque chose en plus, qui se passe dans les regards, dans les sourires échangés, les caresses, le pot à pot, les mots doux prononcés, la parole donnée, vaut bien le nom d'amour. Ce que Freud nomme la détresse primordiale, Lieblosigkeit, on dit comme ça en allemand. La détresse primordiale de l'être humain, ce qui le rend absolument dépendant de l'autre, ne vaut pas tant sur le plan biologique que sur celui de l'amour et de sa demande. Donc j'en veux pour preuve cette étrange histoire qui se déroule au XIIIe siècle. Le roi Frédéric II, qui parlait 9 langues, le latin, le grec, le sicilien, l'arabe, le normand, l'allemand, l'hébreu, le yiddish et le slave, voulut faire une expérience pour savoir quelle était la langue naturelle de l'être humain. Il installa donc 6 bébés dans une pouponnière et ordonna à leur nourrice de les alimenter, de les endormir, de les baigner, mais surtout sans jamais leur parler. Donc Frédéric II espérait découvrir quelle serait la langue que ces bébés choisiraient naturellement. Il pensait que ce serait le grec ou le latin, seule langue originelle, pure à ses yeux. Aujourd'hui, on sait où nous emmène la pureté. Donc, cependant, l'expérience ne donna pas les résultats escomptés. C'est-à-dire que déjà les bébés jamais ne choisirent une langue quelconque, mais tous les 6 dépérirent et finirent par mourir. Donc vous savez bien que les tyrans ont toujours un amour fou pour l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ont un idéal tellement haut placé que en fait ils zigouillent tous ceux qui ne correspondent pas à cet idéal. Et comme le disait Dostoïevski, peut-être que clamer son amour pour l'humanité tout entière n'est dans le fond rien d'autre que de l'égoïsme, quoi. Et c'est bien pratique de dire qu'on aime tout le monde pour quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer ne serait-ce qu'une seule âme. Donc vous voyez qu'en deçà de la satisfaction du besoin, il existe une demande d'amour soutenue par le désir qui ne peut jamais se satisfaire comme un besoin se satisfait. Donc l'enfer, ce n'est pas l'autre, comme disait Sartre, mais le fait qu'il faut de l'autre pour étancher quelque peu cette soif infinie d'amour. Donc il y a aussi cette autre histoire d'une petite fille qui demande un bonbon à sa mère. Sa mère le lui donne. 5 minutes plus tard, la petite fille revient avec la même demande et le même résultat. Sa mère le lui donne sans rien dire. 5 nouvelles minutes s'écoulent et la petite fille revient de nouveau, et ainsi de suite. Donc, en réalité, cette petite fille n'a pas réellement envie de bonbons, mais est simplement avide d'amour. D'ailleurs, Winnicott, un psychanalyste britannique qui a travaillé essentiellement avec les enfants, a noté que les phénomènes de gloutonnerie, c'est comme ça qu'il appelle le fait qu'on veuille toujours manger, étaient bien souvent en lien avec une quête effrénée pour obtenir de l'amour. Donc si cette petite fille demande cela à sa mère et avec insistance, ce n'est pas simplement pour le bon goût du bonbon, mais surtout pour le plaisir que cela lui procure quand sa mère s'occupe d'elle, quand elle lui donne quelque chose, lui accorde de l'attention, bref, lui montre qu'elle l'aime. Donc au lieu de lui donner un bonbon machinalement, on peut très bien imaginer une conversation entre la mère et la petite fille au sujet même du bonbon. Tiens, pourquoi tu aimes ce bonbon ? Quelle couleur tu le veux ? C'est quoi le goût ? On en parle ensemble. Et en fait, l'enfant en oublie même qu'il voulait un bonbon et partage un véritable bon moment avec sa mère, qui la remplit symboliquement, c'est-à-dire de mots.
donc bien davantage qu'une sucrerie. Donc nous voyons ici qu'il y a dans l'amour une part importante de reconnaissance. C'est un terme cher à Hegel. Pour faire un point d'accroche avec la philosophie, nous pourrions citer Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Mais surtout Spinoza, dont la formule inclut et dépasse celle de Hobbes. L'homme est un dieu pour l'homme. En effet, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire qu'entre eux, les hommes se méfient, se défendent, comme s'ils avaient affaire à un animal sauvage, dangereux et qui serait à l'affût de la moindre faiblesse pour les attaquer. Mais devant tout autre homme que lui-même, l'homme se comporte aussi comme face à un Dieu, à un être supérieur donc, duquel il attend une parole de reconnaissance. Et c'est certainement lorsqu'intervient ce défaut de reconnaissance que la haine, qui n'est jamais bien loin de l'amour, fait son apparition. Donc, alors que l'amour vise au-delà, et peut-être même en deçà de l'être aimé, la haine, elle, s'adresse toujours à l'être, et elle veut le détruire. D'ailleurs, souvent on entend dire « Ah, je ne sais pas pourquoi cette personne, je ne peux pas la voir, je ne peux pas l'encadrer, même en peinture, c'est physique. » Alors que l'amour, et surtout chez les femmes, je dois dire, nous fait poser cette question à l'autre. Mais pourquoi tu m'aimes ? Nous pourrions remplacer ce « pourquoi tu m'aimes » par « qu'est-ce qu'il y a en moi qui m'est inconnaissable et que tu aimes ? Qu'est-ce qu'il y a en moi que tu aimes et que je ne connais pas ? Ou encore, comment fais-tu pour m'aimer ? Car si j'étais à ta place, je ne pourrais jamais aimer un être comme moi. » En aucune façon, nous pouvons sentir que nous sommes aimés parce que nous le méritons, mais toujours en dépit du fait que nous ne le méritons pas, en dépit du fait de toutes nos faiblesses et de tous nos défauts. Donc le danger pour l'amour consiste à m'identifier à ce que l'autre perçoit comme aimable en moi. Ah, il aime ça chez moi ou elle aime ça chez moi, donc je veux me conformer à ça. Donc là, le sujet se perd complètement. Donc, comme le disait Deleuze, si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. À la question « Qu'est-ce que tu aimes en moi ?», peut-être que la réponse la plus précise pourrait être « J'aime en toi ce je ne sais quoi qui est à la fois plus et moins que toi. » C'est pourquoi l'amour est aussi un sentiment comique, puisque le sujet s'imagine que ce qui lui manque se trouve chez l'autre. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous ne l'aimons jamais pour ce qu'il ou ce qu'elle est, mais parce que nous la faisons correspondre avec les coordonnées de nos propres fantasmes. Donc, quand nous aimons, nous nous trompons, jusqu'au moment où nous nous apercevons que l'autre ne colle pas aussi bien que ça à notre fantasme, et qu'il est tout aussi manquant, faillé, voire défaillant que nous. Mais même si dans la plupart des cas, c'est là que la haine commence, et le côté tragique de l'affaire aussi, il arrive tout de même qu'apparaisse l'amour sous sa forme agapée, l'amour pour l'amour, l'amour gratuit. Puisque le sujet peut finalement aimer l'autre dans sa radicale altérité, au-delà de toutes ces projections spéculaires et imaginaires. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là la dernière fois, j'avais parlé du spéculaire, c'est le miroir. Donc aimer quelqu'un pour telle ou telle raison ou telle qualité, en fait c'est toujours désavouer qu'en réalité on ne l'aime pas vraiment, ou tout au mieux qu'on l'aime bien. Donc l'amour ne serait pas ce sentiment que j'éprouve lorsque j'établis une liste de toutes les qualités d'une personne. L'amour ne se situe donc pas du côté de l'idéalisation, mais plutôt là où l'idéalisation chute et que la banalité et les défauts de l'autre émergent sans que cela n'altère sa beauté. Donc l'amour ne serait donc pas soit d'un côté la beauté éternelle ou soit de l'autre la banalité quotidienne, mais ça serait plutôt la beauté éternelle au cœur de la banalité quotidienne. Bon,
j'arrive à la fin de mon intervention et j'aimerais vous parler un peu des sites de rencontres. Comme j'ai... Tu vas à l'essentiel, excuse-moi. Oui, bon. Comme j'ai pu le dire plus tôt, tomber amoureux, la rencontre amoureuse en tant qu'événement a quelque chose de véritablement traumatisant pour celui qui tombe amoureux. Freud définit le traumatisme comme ce qui excède les capacités défensives et intégratives du moi. Cela veut dire que lorsque le sujet n'a pas le matériel symbolique pour se défendre face à un événement, celui-ci peut être considéré comme traumatique. Donc, après un traumatisme, la réalité quotidienne est bouleversée et la subjectivité est transformée. Et s'il accepte pleinement cet événement, le sujet amoureux peut avoir sa vie qui se bouleverse complètement, il peut changer de vie. Donc, à l'heure où les personnes consultent des coachs en séduction ou des psychanalystes pour témoigner de leur insupportable solitude, les sites de rencontres en tout genre pullulent et font miroiter que l'amour se trouve en ligne. Donc, l'amour n'est peut-être pas ce qui vient effacer ma solitude, mais plutôt ce qui peut me la rendre un peu plus amie. Les sites internet de rencontres souhaitent protéger le consommateur contre cet aspect traumatique de la rencontre amoureuse. Littéralement, le site mythique propose d'être amoureux sans tomber. Donc cela correspond tout à fait à l'ère du temps où l'on souhaite obtenir une chose, un objet, une marchandise, sans en avoir à payer le prix réellement, c'est-à-dire en refusant l'aspect négatif, la contrepartie de la chose ou de l'objet. Bon, vous connaissez la bière sans alcool, les cigarettes sans nicotine, le chocolat sans calories, et maintenant c'est l'amour sans tomber. Car cela nous permettrait de garder une distance avec les choses, de ne pas être trop attaché et d'avoir le contrôle et la maîtrise. On pourrait ainsi peut-être, si vous voulez, parler de polyamour. C'est quelque chose qui arrive aussi en ce moment. Bon. Donc Freud nous rappelle que la psychanalyse est la troisième blessure narcissique de l'humanité, après Copernic et Darwin. Le premier a montré que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Le second a prouvé que l'homme n'était pas au centre de la création, mais le résultat d'une longue évolution qui le relie à tous les autres animaux. La psychanalyse nous indique que nous ne sommes même pas au centre de nous-mêmes. Nous ne sommes même pas maîtres en notre propre demeure. Nous ne pouvons ni maîtriser nos émotions, nos sentiments, nos pensées. Si l'inconscient a bien une réalité, c'est celle-là. Et chacun peut l'expérimenter tous les jours. Donc les sites de rencontres nous proposent de mettre en ligne un profil, soit une image de nous-mêmes, c'est-à-dire ce que nous pensons connaître de nous-mêmes. Mettre en ligne son moi, c'est-à-dire le lieu même de notre méconnaissance. La méconnaissance, ce n'est pas ne pas connaître, mais c'est mal connaître, ce qui est pire. Les sites de rencontres, qui portent d'ailleurs mal leur nom, permettent de mettre en ligne ce que nous imaginons de nous-mêmes qui serait susceptible de plaire à l'autre. Donc sans évoquer les détails de l'algorithmatisation des profils, qui n'est plus un secret, selon leur indice de désirabilité, qui font que nous voyons apparaître sur notre écran Tinder, par exemple, uniquement les profils ayant le même indice que le nôtre. Donc une rencontre du type La Belle et le Clochard ou Roméo et Juliette n'est aujourd'hui plus possible, en tout cas sur Internet. Donc régressons-nous à l'époque pré-romantique, celle d'avant les mariages d'amour, où les rencontres et les mariages entre les jeunes gens étaient organisés et arrangés par les familles dans le but de conserver et d'étendre leurs propres intérêts économiques, sociaux. Donc, sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les oncles ou les tantes ou les parents qui organisent ces mariages ou ces rencontres, mais c'est Internet. Tout en nous faisant croire que nous sommes libres. Donc, nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre, disait Goethe.
Donc, dans l'air du temps, qui est le nôtre, les choses de l'amour sont laissées de côté. Il nous faut alors donner raison au poète à qui revient le dernier mot. L'amour doit être réinventé. Merci.